En effet, l'affaire Tariq Ramadan, peu à peu, la vérité progresse. On va y arriver. Bienvenue, Maître Marcini, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et merci d'essayer d'expliquer avec nous à la fois l'affaire et puis de donner votre version. Pour sa première vraie audition devant ces 3 juges d'instruction, l'ex-théologien Tariq Ramadan a dû tomber le masque. Il a dit lui-même, j'ai eu des hauts et des bas, parfois en cohérence avec mes principes et parfois loin des principes. C'est le début d'un aveu. Bon, écoutez, si par là vous voulez dire que Tariq Ramadan est un homme, la réponse est oui. Est-ce que Tariq Ramadan... Ça veut dire un homme? Est-ce que tous les hommes peuvent avoir des faiblesses? Tous les hommes peuvent éventuellement avoir des comportements qui ne sont pas toujours en adéquation avec ce qu'ils peuvent dire ou penser. Tariq Ramadan n'est pas différent des autres. Tariq Ramadan a enfin pu s'expliquer avec les magistrats. Il a toujours été impatient d'être entendu, puisque ça faisait 4 mois qu'on l'avait jeté en prison sans chercher à l'entendre. Vous étiez à ses côtés quand il a été interrogé. Cette fois, il a été contraint, en effet, d'évoquer sa vie personnelle, sa vie la plus intime, sa vie sexuelle. Et pour la première fois, il reconnaît en effet qu'il a eu des relations extra-conjugales avérées, comme il dit, avec 5 femmes. Mais les 5 femmes qui sont citées dans le dossier, sans compter peut-être celles qui faisaient partie de son mode de vie. Écoutez, ce problème des relations extra-conjugales de Tariq Ramadan n'est pas un sujet pour nous. L'institution judiciaire n'a pas, on ne juge pas Tariq Ramadan pour... Il ne s'agit pas de question de morale. On n'est pas dans une affaire de divorce, devant le juge aux affaires familiales. On ne parle pas de morale, on parle de faits graves dénoncés, qui sont des faits de viol. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Est-ce que les femmes qui déposent plainte contre lui pour viol ont véritablement été violées? C'est le seul et vrai sujet. Mais comment on peut dire ce que vous dites là ce matin? Est-ce qu'elles ont été violées alors qu'elles ne cessent, et on va le voir, de témoigner, de porter des accusations précises et en même temps d'être solidaires dans la dénonciation des faits? Quand vous dites c'est un homme comme un autre, mais est-ce que les coups, les blessures, les violences, les humiliations, ça fait partie du lot quotidien de n'importe quel homme? Écoutez, ce que vous dites là, vous prenez parti en fait, et vous prenez pour argent comptant les accusations portées. L'objet même de l'information judiciaire est justement de vérifier la crédibilité des accusations. C'est le vrai sujet. Je ne peux pas vous laisser dire, et en tant qu'avocat de Tariq Ramadan, je le ferai jusqu'au bout, je ne peux pas laisser dire que les accusations constituent la vérité. C'est le nombre aujourd'hui des accusations... qui le desservent. C'est le nombre aujourd'hui. Un cas, 2 cas, mais c'est le nombre aujourd'hui qui est utilisé pour faire croire que c'est la vérité, et non pas la vérité de chacune des accusatrices. Donc, même si la justice ne fonctionne pas comme dans les pays anglo-saxons, vous plaidez non coupable? Tariq Ramadan plaide non coupable. Il se battra jusqu'au bout pour reconnaître son innocence. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand on nous dit que si on remet Tariq Ramadan en liberté, il risque de fuir, je peux vous dire que la meilleure des garanties de représentation, eh bien, c'est sa volonté de faire reconnaître son innocence dans cette affaire. D'ailleurs, où fuirait-il, puisqu'il est attendu par les policiers en Suisse, il est attendu aux États-Unis, il est attendu à peu près dans toute l'Europe. Et il a été obligé, devant les juges, d'admettre son goût pour les relations de domination, c'est-à-dire de violence. Non, pas du tout. La violence, c'est quand elle n'est pas consentie, lorsqu'elle n'est pas acceptée. Il peut y avoir dans certains jeux sexuels une certaine complicité. Même la Cour européenne des droits de l'homme dit bien que lorsque c'est entre 2 adultes consentants, ça relève parfaitement de la vie privée. Et la justice n'a pas à s'immiscer dans la vie privée. Il y a un moment, et c'est la raison pour laquelle, lorsque Tariq Ramadan avait été entendu en garde à vue, qu'on l'interroge sur 2 femmes qu'il connaissait, qui s'était déjà répandu dans la presse, et que les policiers l'interrogent en lui disant « Monsieur Ramadan, est-ce que vous pratiquez la sodomie ?» Monsieur Ramadan a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je n'ai pas à vous répondre. » Monsieur Ramadan, avez-vous des relations extra-conjugales? Ramadan a dit « Mais écoutez, je n'ai pas à vous répondre à cette question, ça n'a rien à voir avec les faits sur lesquels vous m'interrogez. » Oui, mais ça veut dire que les 4 mois d'isolement de la détention provisoire l'ont amené peu à peu à être contraint de changer de stratégie de défense et d'avouer. Non, il n'y a pas de changement. Sauf pour les 2 premières. Il n'y a pas de changement de stratégie de défense. Imaginez-vous bien, Tariq Ramadan, depuis 4 mois, il est humilié. Les gens racontent tout et n'importe quoi. Il est présenté comme un prédateur sexuel, comme quelqu'un qui serait même un danger, qu'il faudrait maintenir en prison parce que les femmes dehors seraient en danger si Ramadan était en liberté. Eh bien, à un moment, Tariq Ramadan, il a aussi envie de dire sa vérité. La vérité à la justice lui permet. Et la justice lui permet. 4 mois après, il espère simplement que la justice va enfin l'entendre. C'est la démystification, si vous permettez, irréversible de Tariq Ramadan, qui dénonçait autrefois de conférence en conférence les grands péchés
Tromper sa femme pour un musulman n'est pas conforme à la loi islamique, disait-il, et je l'ai encore entendu récemment dans des conférences. Il faut demander pardon à Dieu, sinon c'est l'enfer. Et à l'époque, il dénonçait même les piscines. Ton regard, disait-il à des jeunes, est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. Les fourberies de Ramadan Tartuffe. Dites-moi, on est revenu au Moyen-Âge? C'est un procès en inquisition? C'est quoi? C'est l'auto-da-fé? De quoi s'agit-il? En 2018, on jetterait quelqu'un en prison au motif qu'il aurait pu avoir des actes qui ne correspondraient pas éventuellement à son discours? Mais dites-moi, vous ne pensez pas, par exemple, que les musulmans, comme les catholiques, comme les juifs, vous ne pensez pas qu'ils sont capables de faire la différence entre le message porté, celui qui le porte? Vous ne savez pas que les gens sont capables de faire la différence? On peut dire aussi pas que l'Église s'interroge sur ces troubles à l'intérieur d'elle-même. Parce que si demain, Monsieur El Kabbach, il faut commencer à mettre en détention provisoire tous les gens qui disent quelque chose et qui éventuellement feraient l'inverse, vous ne pensez pas qu'il va falloir construire des prisons? Mais physiquement et spirituellement, il n'est plus et il ne sera plus ce qu'il a été. Il est bien évidemment que cette expérience, cette épreuve judiciaire, le marquera à tout jamais, ainsi que sa famille. Chaque homme est capable, au travers des expériences et des difficultés qu'il rencontre, eh bien, de ressurgir, de renaître. Maître. Et c'est en tout cas la volonté de M. Ramadan. Maître Marcini, quand il dit devant vous et devant les 3 juges, ce sont les femmes qui venaient me chercher. C'est moi qui me suis senti harcelé. Est-ce que vous ne pouvez pas lui conseiller de ne pas exagérer? Mais pourquoi? Le harceleur harcelé. Mais pourquoi vous dites exagérer? Vous dites exagérer parce que vous présupposez que les accusations portées contre lui sont exactes. Les 3 femmes qui l'accusent, eh bien, allons-y. Eh bien, ce sont les 3 femmes qui ont pris contact avec lui. La dernière, Mounia Rabouge, qui prétend que c'est M. Ramadan qui l'a contacté sur Internet. Nous avons démontré que c'est faux, que c'est l'inverse. Nous y viendrons, mais il y a la première, Enda Ayari, la première à l'avoir dénoncé. Elle publie son 2e livre, qui est d'ailleurs ici, Plus jamais voilée, plus jamais violée. Elle est devenue une militante du féminisme, et elle s'en prend à Ramadan, je la cite, faux intellectuel, vrai imposteur. C'est une charge à la mesure, en tout cas selon elle, de ce qu'elle a subi comme violence. C'est en quelque sorte l'effet boomerang. Écoutez, l'effet boomerang, attendez, elle dépose plainte en 2017, elle a fait un livre avant. Elle dit qu'elle a été violée. Elle nous dit d'abord qu'elle a été violée début avril à l'Holiday Inn, gare de l'Est, poussée dans ses retranchements face aux contradictions, aux impossibilités matérielles. Maintenant, elle nous dit qu'elle a été violée au Crone Plaza le 26 mai 2012. Elle change de version. Mais pourquoi vous avez la preuve qu'elle ment ou qu'elle se trompe alors qu'elle essaie de corriger justement les dates et l'agenda? De corriger les dates et l'agenda parce que vous pensez que c'est un détail. Vous pensez que la date à laquelle on a été violé et le lieu dans lequel on a été violé est un détail que l'on peut balayer comme ça? Qu'une accusatrice qui revient et qui change sa version, c'est quelque chose que l'on peut traiter comme quantité négligeable? Elle dit c'était le 26 mai, il pleuvait ce jour-là, elle dit c'était tel hôtel. Confrontée à ces incohérences, et notamment à des impossibilités de date, elle a dû changer de version. Elle dit maintenant c'est le 26 mai 2012 et elle dit des choses très précises. Elle dit qu'elle va le matin chez le coiffeur à Rouen à 10 h. Elle dit qu'elle arrive à Paris et que quand elle descend du taxi, son brushing tombe parce qu'il pleut des cordes à Paris. Qu'elle est même obligée de se changer. Or, Météo France révèle que le 26 mai 2012, il n'y a pas une goutte de pluie à Paris. Vous imaginez si M. Ramadan s'était trouvé face à une contradiction pareille? Vous imaginez le lynchage médiatique et la justice n'en tire pas les conséquences? Je dis que ce n'est pas normal. Mais pourquoi elle se mettrait en danger? Pourquoi elle mentirait? Pourquoi elle prendrait les risques alors qu'elle se fait traiter de tous les noms dans les réseaux sociaux? Et pourquoi... Sauf à ceux qui la défendent, même dans les télé. Il appartient à l'enquête de le déterminer. On sait que Mme Ayari est en contact avec quasiment toutes les femmes qui déposent plainte contre M. Ramadan. Elles sont solidaires face aux violences qu'elles ont subies. Elles sont en relation depuis 2008-2009. Et pourquoi est-ce que M. Ramadan irait violer des femmes? La difficulté, voyez-vous, Monsieur El Kabbach, c'est que les accusations de ces femmes contre M. Ramadan trouvent un écho favorable. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de gens, en fait, qui n'attendaient que ça. Comme ils n'aiment pas M. Ramadan, ils sont ravis de penser que les accusations dont il fait l'objet aujourd'hui sont exactes, parce que ça leur plaît de le penser. Mais parce qu'on pense à ce qu'il a été, à ce qu'il disait, à ce qu'il demandait devant Nicolas Sarkozy en 2003, un moratoire pour la lapidation des femmes, son ton autoritaire, arrogant, c'est ça qui l'accompagne. Donc nous sommes en fait, il y a toute une vie qui est jugée à travers ça. Mais est-ce que devant les juges,
il dit il y a un complot international, c'est encore le sionisme qui est derrière moi, c'est encore l'État d'Israël, comme on a prétendu qu'il l'avait fait à plusieurs reprises. Jamais, monsieur El-Kabach. Depuis la médiatisation de cette affaire, c'est-à-dire depuis la fin du mois d'octobre 2017, c'est tout l'inverse. Monsieur Ramadan a empêché ses soutiens, ses amis, d'interférer dans cette affaire. Il a refusé toutes les invitations sur les plateaux de télévision pour s'expliquer sur cette affaire, faisant confiance à la justice française, réservant ses explications à la justice. C'est donc tout l'inverse. Elda Yari, elle s'explique abondamment sur les plateaux de télévision. Elle dit qu'il y a eu entre eux qu'une seule fois. Et lui, pourquoi votre client continue à dire non, ça ne s'est pas produit avec elle, il n'y a pas eu de relation physique? Si c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, mais pourquoi vous dites qu'il s'entête à dire que ce n'est pas vrai, alors que sa version est peut-être tout aussi crédible, si ce n'est même plus au regard des derniers éléments, puisqu'on change d'autel, et j'ai même dit que bientôt on allait même peut-être changer d'auteur du viol. Et elle s'en prend aux frères, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais attendez, un coup on change d'hôtel, un coup on change de lieu, un coup on change de date, parce que vous ne pensez pas que 3 jours avant de rentrer, avant l'école des greffiers, à Dijon, le 29 mai 2012, on n'est pas capable de se souvenir que 3 jours avant on a été violé? C'est crédible ça? C'est sérieux? Tous ces amis, pardonnez-moi, tous ces amis qui ont été entendus, tous, sans exception, disent qu'elle est mythomane. Ce n'est pas la défense de M. Ramadan. Tous. Comme Mme Mounia Rabouge. La troisième. La troisième. Alors allons à la troisième. Mais attendez, la première, Elda Yari, dit bien dans son livre qu'elle s'en prend aux frères musulmans et surtout aux salafistes qui affaiblissent les démocraties. Elle dit avoir été elle-même salafiste et qu'elle sait de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle a été salafiste. Est-ce que cela a été prouvé? Est-ce que l'on a fait des enquêtes? Est-ce que l'on a vérifié? La grande difficulté dans ce dossier, et ce qui est extrêmement problématique, surtout dans notre pays, c'est de voir qu'on se contente d'accusations sans vérification, sans rien vérifier. Rien. Ça, c'est l'enquête de la justice. Oui, mais l'enquête, justement, depuis qu'elle progresse, démontre les mensonges, les contradictions de ces accusations. Et la deuxième, enfin, qui était chronologiquement la première, parce que ça s'est produit en octobre 2009. Il a été interrogé sur la deuxième plainte, celle de Christelle, dont on a parlé avec les béquilles, et qu'il l'aurait battue, violée, enfermée dans une chambre d'hôtel à Lyon avant d'aller faire une conférence sur les versets du Coran et la foi et Dieu et la fidélité à Dieu. Elle aussi, une deuxième accusation. Cette femme prétend avoir été violée au mois d'octobre 2009. On ne comprend pas pourquoi elle a déposé plainte en 2017. Elle raconte un scénario totalement invraisemblable. Elle aurait été violée, grosso modo de 18h à 20h. Et puis M. Ramadan serait parti faire sa conférence et elle serait restée seule dans la chambre d'hôtel en l'attendant. Elle raconte qu'elle a été tabassée. Elle raconte qu'elle est partie avec son talon cassé. Elle raconte que le réceptionniste lui-même a rigolé quand il l'a vue. Elle raconte qu'elle est allée voir la police, que la police a rigolé. On lui demande, mais madame, dans quel commissariat êtes-vous allée? Elle est incapable de le dire. Elle a vu un haut magistrat, monsieur Debac, un haut magistrat de la Cour de cassation, dans les jours qui ont suivi. Mais parce qu'à l'époque, on ne retenait pas les déclarations de celles qui venaient de subir des violences de cette nature. Écoutez, je suis avocat pénaliste depuis plus de 25 ans. Vous pensez que personne n'a jamais été condamné pour avoir été dénoncé son violeur? Enfin, écoutez, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas un argument sérieux. Et on nous dit qu'on n'a pas déposé plainte parce qu'on est sous l'emprise de monsieur Ramadan? Alors que l'on va voir la police, alors que l'on va voir Caroline Fourest, alors que l'on va voir un haut magistrat de la Cour de cassation. Donc on n'est pas sous emprise. Tout ceci, on n'est pas sous emprise. Ça ne tient pas la route une seconde. Troisième plainte pour viol qui date de mars dernier, celle en effet de Mounia Marie, ancienne escort girl. Elle accuse Tariq Ramadan de l'avoir agressée lors d'une dizaine de rendez-vous entre 2013 et 2014. Ça, c'est un masochisme à répétition, s'il est vrai qu'elle a été violée 9 à 10 fois. Écoutez, M. Ramadan ne conteste pas l'avoir connue, il ne conteste pas avoir eu des relations avec elle. Ça, c'est le premier aveu, la première reconnaissance. Il n'avait jamais été interrogé à son sujet puisqu'elle a déposé après son incarcération. C'est donc, mars, c'est lui incarcéré. C'est donc la première fois qu'il s'explique. Nous avons communiqué plus de 300 vidéos, plus de 1000 photos envoyées par cette femme. C'est-à-dire, elle explique la chose suivante, elle explique la chose suivante. Elle serait donc violée, elle prendrait sa valise pour aller à Londres, pour aller à Paris, sachant qu'elle va se faire violer. Et pour expliquer la raison pour laquelle elle le ferait, elle explique que M. Ramadan menaçait de la faire chanter, de révéler son passé de prostituée, alors même qu'au même moment, elle est partie civile dans l'affaire du Carlton, et qu'elle serait sous l'emprise de M. Ramadan. Tout ceci n'est pas sérieux. Des vidéos, des photos, de quelle nature? Qu'est-ce que ça veut dire? Des vidéos de nature sexuelle qu'elle lui a envoyées. Et nous avons même communiqué au magistrat une vidéo du lendemain d'un viol présumé allégué.
Nous sommes le 16 mai 2013. Elle prétend qu'elle a été violée à Paris. Le 17 mai, elle prend le TGV. Elle rentre chez elle à Lille. Elle se filme dans le TGV. Et elle dit à Monsieur Ramadan, coucou, bonjour, comment vas-tu? Voilà, je me mets là parce qu'il y a des hommes qui me draguent. À bientôt. Je t'aime, si cela. Écoutez, se poser même la question du viol la concernant, c'est surréaliste. Je comprends que vous défendiez votre client. D'ailleurs, pourquoi vous? Et pourquoi pas? Qui vous paye? Ça ne vous regarde pas. Mais c'est une association extérieure. Non, ça ne vous regarde pas. Mes honoraires sont payés régulièrement selon les normes de la profession. Dans cette affaire de la troisième cas, les juges lui ont accordé à 20 heures le statut de témoin assisté. Ils l'ont pas mis en examen. Est-ce que vous le confirmez, vous, ce matin? Je confirme que les magistrats avaient la possibilité, mardi dernier, de mettre en examen M. Ramadan ou de le placer sous le statut de témoin assisté. Ils ont fait le choix de le placer sous le statut de témoin assisté. Mon confrère Spinner, qui crée une fausse polémique... Il dit que c'est une manipulation de votre part. Non, non, il crée une fausse polémique. Je savais déjà que mon confrère Spinner ne lisait pas ses dossiers. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. En fait, il ne sait pas lire. Il ne lit pas ce qu'il ne sait pas lire. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Nous vous entendons sous le statut de témoin assisté. Mais il y aura d'autres auditions, je suppose, et vous serez obligé, et lui sera obligé, Tariq Ramadan, de s'expliquer sur le troisième cas, et à ce moment-là, on saura définitivement. Une ou plusieurs auditions sont prévues, probablement des confrontations. Il ira, Ramadan? Et non seulement il ira, mais il les attend. Madame Ayari, plutôt que d'aller sur les plateaux de télévision pour vendre son livre, elle aurait mieux fait d'accepter la confrontation que les policiers lui ont demandé de réaliser pendant la garde à vue. Elle acceptera. Elle l'accepte, on verra. Elle acceptera. On verra. Et nous sommes très impatients de la voir. Tariq Ramadan, est-ce qu'il ressemble aux images, quand vous le voyez, que l'on voit à la télé quand on parle de lui aujourd'hui? Dans quel état il est? Parce qu'on dit c'est un malade imaginaire. Non, pas du tout. Moi, je suis sidéré. Moi, je ne connaissais pas Tariq Ramadan avant de faire sa connaissance en prison. Le personnage que je vois aujourd'hui, par rapport aux photos que nous voyons, n'a rien à voir. On a l'impression que c'est son père. Il a les cheveux tout blancs, il marche avec un déambulateur, il est devenu incontinent depuis qu'il est incarcéré, son état de santé est extrêmement préoccupant, il se dégrade, son état de santé est tellement compatible avec la détention que depuis le 2 février, il est en milieu hospitalier. Les soins qui doivent lui être prodigués ne lui sont pas prodigués. Seul un neurologue est capable de traiter sa maladie. Nous sommes aujourd'hui quasiment le 9 juin, cela fait 3 mois qu'il n'a pas vu de neurologue. Est-ce normal dans un pays comme la France? Est-ce que ça veut dire que vous réclamez une nouvelle fois, pour raison médicale, la possibilité pour lui de sortir, je ne sais pas, avec un bracelet? Évidemment, fois, on a dit qu'il nous ailleurs. avons demandé il y a quelques jours à la Cour d'appel de Paris une nouvelle expertise médicale. Même cela nous a été refusé. On refuse tout à M. Ramadan. On lui refuse son accès au dossier. On lui refuse sa comparution devant les juges. Vous ne faites pas pleurer pour Tariq Ramadan. Parce que je ne vous demande pas de pleurer sur Tariq Ramadan. Certains musulmans de moins en moins nombreux continuent à le soutenir. Mais la plupart et les dirigeants des musulmans de France ne veulent plus en entendre parler. Ils l'ont rayé de leur liste parce qu'il n'est ni crédible ni fréquentable. Mais c'est ce que vous dites. Mais est-ce que c'est le problème? Est-ce que l'opinion des musulmans, laissez les musulmans avoir leur propre opinion sur M. Ramadan? Ils n'ont besoin de personne. La vraie question est de savoir si M. Ramadan est présumé innocent, si sa cause est entendue équitablement, et si oui ou non les accusatrices racontent des choses. Ça finira aux assises? Personne ne le sait. En l'état du dossier, personne ne le sait. Concernant Mme Ayari, j'estime que son affaire est entendue. Ses accusations, il a été jugé que c'est pas crédible. Concernant la seconde Christelle, des vérifications qui ont déjà été faites infirment ces accusations. Et quant à Mme Mounia Rabouche, écoutez, ce n'est pas sérieux. Un non-lieu. Il ne faut pas exagérer. Mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas exagérer? Vous connaissez le dossier, Monsieur El Kabbach? Vous connaissez la réalité des accusations? Vous connaissez la force des charges dans ce dossier? Vous ne connaissez pas, moi je les connais. Très bien, et c'est normal, vous le défendez. Et vous êtes payé pour ça. Tariq Ramadan, en tout cas, il aura, et c'est fini, aura du mal à passer pour un guide spirituel, un guide de l'islam. Il a déjà perdu. Déjà perdu. Mais Monsieur El Kabbach, pourquoi vous dites que Monsieur Ramadan ne pourrait plus être un guide de l'islam? Vous êtes musulman? Non, les musulmans le disent. Vous êtes capable de juger du discours de M. Ramadan et vous ne pensez pas, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, vous ne pensez pas que les musulmans sont capables de faire la différence et d'avoir leur libre choix et leur libre arbitre? Ils ont jugé devant quel tribunal ont-ils jugé? Y a-t-il eu un procès? Merci d'être venu, d'avoir témoigné, d'avoir répondu assez franchement aux questions que j'essayais de vous poser, mais je pense que l'affaire continue et que la vérité se fera sur ce qu'on appelle l'affaire Ramadan. Merci d'être venu. Merci, M. El Kabbach.